Et donc, Madame Van Damme, nous sommes toutes oui. Merci Madame la Présidente. Je suis Julie Van Damme, chargée de mission ruralité chez Inter-Environnement Wallonie. Comme vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, lors de votre introduction et des introductions des 3 demi-journées, je me réjouis également de la place que prend l'agriculture dans cette commission, et en particulier la transposition du plan stratégique de la prochaine PAC à l'échelle wallonne. Ces auditions, ainsi que la demi-journée de débat supplémentaire entre vous, manifestent la volonté que cette programmation PAC tire profit des opportunités qu'offre le cadre européen, comme l'architecture verte et ses éco-régimes. Je ne peux que me réjouir du temps que vous prenez pour nous entendre, qui témoigne de cette volonté de ne pas rester dans un statu quo qui serait une erreur fatale pour l'avenir proche et à plus long terme des agriculteurs wallons. Merci à l'ensemble de la Commission de m'avoir invitée. C'est un réel honneur de me retrouver ici pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je représente aujourd'hui la voix du mouvement environnemental, IEW, fondé en 1974. Aujourd'hui, elle fédère près de 150 membres, aussi bien de petites associations bénévoles que de grandes organisations internationales dans le domaine de l'environnement. Comme vous pouvez le lire sur la slide, IEW suit des matières environnementales au sens large, allant de la mobilité au climat. En tant que chargée de mission ruralité, je traite des dossiers dans le domaine de la nature, de l'alimentation et bien sûr de l'agriculture. Nos métiers sont le suivi et la veille de la législation environnementale, avec représentation du secteur dans différentes instances d'avis, le soutien aux membres en tant que fédération, le travail en coalition avec des associations membres et non membres est une de nos forces. C'est d'ailleurs IEW qui a initié l'Alliance Impact. Et finalement, nous travaillons de plus en plus à la réalisation de projets pilotes. Je suis aussi mariée à un éleveur du sud de la province de Namur, en Famenne. Cette photo est l'image du paysage dans lequel j'ai la chance de vivre. Vous voyez que je vis pleinement dans la ruralité. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu dans les interventions que j'ai pu écouter le fait que l'environnement est l'allié numéro 1 à protéger pour continuer à produire. Pour mon mari, son outil de travail, c'est son environnement. Après quelques expériences malheureuses, c'est son papa qui s'est rendu compte qu'il devait réapprendre à travailler avec la nature et non pas contre elle. Cela peut paraître bateau ou romancé, ce que je vous dis là, mais je tiens quand même à rappeler que la PAC, lorsqu'elle a été mise en place, nous étions en plein contexte de famine post-Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait donc encourager et booster la production dans un paradigme de maîtrise de la nature. C'est le contexte de l'essor des intrants chimiques avec la révolution verte, mais bref. Je suis venue aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a pas lieu de cliver le monde des agriculteurs et le monde des environnementalistes. Si Inter-Environnement est autour de la table des parties prenantes pour construire le plan stratégique, c'est pour trouver une issue à cette future PAC où j'ose croire que nous rêvons tous que les agriculteurs puissent vivre de leur métier tout en préservant leur outil de production. Les outils de production, c'est d'abord la terre, la vie du sol. Vous avez peut-être vu ou entendu ce chiffre tiré d'un film sur la vie du sol qui dit qu'il nous ne resterait que 60 années de culture avant que nos sols soient complètement vidés. Plus pragmatiquement, pour la Wallonie, la part de superficie agricole affichant des pertes en sol par érosion hydrique est estimée à près de 30% sur la période 2013-2017. En ce qui concerne l'eau, d'un point de vue quantitatif et qualitatif avec les cours d'eau, sur la période 2014-2019, 41% des masses d'eau souterraines n'étaient pas en bon état chimique. À noter que la dépollution des ressources a aussi un coût sociétal. À titre d'exemple, en ce qui concerne les pesticides, c'est 2 millions d'euros par an qui sont consacrés pour la purification de l'eau potable. Le but aujourd'hui n'est pas de vous assommer avec des chiffres. Des rapports existent là-dessus que je peux vous partager. Mais pour conclure sur cette première partie, je voulais partager cette question qui me sidère en fait. Comment en est-on arrivé à ce que ce soit d'autres acteurs que les syndicats agricoles, en l'occurrence les associations environnementales, qui défendent les ressources naturelles comme l'eau et le sol, essentielles à la reproductibilité du métier d'agriculteur? La PAC, c'est complexe, c'est technique, c'est une machinerie dont les rouages me questionnent un peu plus au fil que je la découvre.
Monsieur le maire et d'autres, sans doute, l'ont bien illustré dans leurs propos lors de précédentes interventions. Mais c'est le deuxième plus gros budget européen. Nos campagnes en ont besoin pour rémunérer la plupart des agriculteurs wallons et pour faire en sorte que notre alimentation soit accessible à la majorité des citoyens. Alors, ce que je dois vous délivrer comme message aujourd'hui, à la lumière de ces considérations un peu philosophiques, mais bien ancrées dans le terrain, c'est d'abord ceci. N'oubliez pas qu'il existe une forme d'agriculture certifiée, la seule d'ailleurs, l'agriculture biologique, qui est en une bonne voie pour travailler sur les constats ci-dessus. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas avoir entendu plus parler d'agriculture biologique dans ce sens, dans les auditions sur les objectifs généraux. L'agriculture bio répond à mes constats philosophiques, mais plus formellement, elle répond également à la majorité des besoins prioritaires que nous avons identifiés sur base d'une analyse SWOT, consensus des parties prenantes que l'administration a pris le temps de dégager. Un premier bulletin que l'Europe a déjà évalué et auquel elle se référera constamment pour juger le plan stratégique wallon. L'Europe a d'ailleurs déjà bien compris, elle aussi, que l'agriculture biologique est un excellent levier de transition, puisqu'elle préconise au moins 25% de surface en agriculture biologique dans ses stratégies. Je crois que je ne dois même plus vous le rappeler. Les chiffres du bio wallon parlent d'eux-mêmes. Vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, multiplication par 4 des fermes bio en 20 ans. 91% de terres bio belges en Wallonie, la baie est carrément devenue une spécificité wallonne. Le gouvernement actuel s'inscrit dans le souhait de poursuivre cette courbe ascendante avec 30% de surface pour 2030. On en comptait 11,5% en 2019. Bio Wallonie fournira en mai les chiffres de 2020, mais sans les attendre, il est clair qu'il faut encore intensifier les efforts pour y parvenir. Les agriculteurs bio pourraient être les grands perdants de cette PAC. Ici, je vais donc prendre un peu plus de temps pour vous expliquer, car ce n'est pas si simple qu'une question de premier ou de deuxième pilier. Déjà, on ne parle pas de toute l'enveloppe sur l'un ou l'autre pilier, mais bien de garder la conversion dans le deuxième et de mettre le maintien dans le premier. Fin 2020, le Parlement wallon a reçu un rapport de la Cour des comptes concernant le soutien de la région wallonne à l'agriculture biologique. Dans une rubrique « Risques financiers », elle souligne le manque de prévisibilité par rapport aux aides bio, qui génèrent une incertitude pour les agriculteurs convertis ou qui envisagent de le faire. Dans les chiffres, cette crainte se traduit par une tendance à une moyenne basse du nombre de conversions sur ces 2 dernières années. J'ai donc envie de dire, peu importe le pilier, il faut assurer un soutien financier. Avec ses 30% de surface agricole d'ici 2030, la région est plus ambitieuse que les 25% de l'Europe. Il ne faudra donc pas oublier de lui réserver du budget wallon. Mais pourquoi ne pas profiter des engagements de l'Europe sur le premier pilier pour y inscrire le maintien de la baie dans un écorégime ? Le bio est un secteur significatif pour la Wallonie, une ferme sur 7. Faisons-en quelque chose de structurel. Lors de son audition, la FUGEA nous rappelait d'ailleurs qu'un écorégime doit répondre à plusieurs besoins. Or, la baie a été cochée à 19 reprises dans ce fameux tableau des besoins identifiés lors de l'analyse SWOT. Une façon positive aussi d'appréhender les écorégimes est encore de valoriser ce qui existe déjà au sein d'une exploitation. Ce serait bien le cas avec un écorégime maintien bio. Enfin, on plaide pour de la simplicité dans les écorégimes où tout est à construire. Un écorégime bio, c'est simple, à la fois pour l'agriculteur et l'administration, puisque c'est un mécanisme déjà existant. Nous sommes bien conscients, évidemment, que tous les agriculteurs wallons ne peuvent pas convertir leur exploitation à l'agriculture biologique. C'est pourquoi nous sommes également en faveur d'une série de mesures dans la conditionnalité et sous forme d'écorégime qui encouragent des pratiques agroécologiques pour amorcer une transition en grande culture, dont vous avez quelques exemples sur la slide. Plusieurs propositions intéressantes ont été amenées par l'administration et doivent encore faire l'objet d'analyses en fonction des orientations qui seront prises sur d'autres éléments de l'architecture verte. Nous sommes également en faveur de toute pratique favorisant la réduction d'utilisation de pesticides, mais celles-ci ont été écartées par l'administration car quasiment impossibles à contrôler. 2 grands principes peuvent néanmoins être dégagés à ce stade des discussions.
viser un indice de temporalité de la couverture des sols, maximisé par une couverture en permanence via le choix des cultures de la rotation, des couverts hivernaux et des cultures. Et viser un indice de diversité, nombre de cultures dans la rotation et éventuellement cultures associées. Ces deux indicateurs sont quant à eux tout à fait quantifiables. Le succès du bio en Wallonie est tel que l'on commence effectivement à avoir un début de saturation de la demande pour certains secteurs. Monica l'a mentionné, je pense à la viande, comme l'ont souligné aussi d'autres intervenants. Mais est-ce réellement une saturation ou une absence de filière ? Quoi qu'il en soit, d'autres secteurs comme les légumes et les fruits bio demandent encore un développement de la production. Il faut continuer à encourager les conversions et le maintien des agriculteurs déjà installés. Et il faut aussi investir dans les autres outils qu'offre la PAC pour équilibrer ce constat dans le développement des filières. Déséquilibre qui a également été épinglé dans le rapport de la Cour des comptes dont je vous parlais plus haut. Avec les aides sectorielles du premier pilier, près de 8 millions d'euros pourraient être attribués pour développer les filières. Eh bien, allons-y. Monica a évoqué juste avant ce qu'il était possible de faire avec cette enveloppe au bénéfice d'organisations de producteurs. Or, c'est justement dans les filières bio que la majorité des groupements de producteurs se sont développés en Wallonie. Je me réjouis d'ailleurs à nouveau que vous ayez consacré une grosse demi-journée au secteur et de la suggestion de Madame Laruelle pour une organisation de producteurs sectoriels bio. Cela fait également écho à l'analyse de Monsieur Poissemans, qui soulignait le manque d'outils collectifs internes, pour reprendre ces termes, pour répondre à ce fameux tableau des besoins que l'administration a orchestré. Je n'irai pas plus loin, mais sachez, sur ce point en tout cas, mais sachez que je suis à votre disposition sur cet élément. Du budget pour les jeunes. Tout le monde est unanime qu'il faudrait qu'il y en ait. Mais encore faudrait-il qu'il y en ait des jeunes. Dans son intervention, M. Van Binst a défini le terme durable comme également transmissible aux générations suivantes. Des modèles qui poussent à la croissance et à l'endettement font effectivement peur actuellement et expliquent certainement en partie les chiffres qui vous ont déjà été présentés, âge moyen de l'agriculteur, stagnation du nombre de reprises, etc. Par contre, on note une tendance des jeunes à investir dans des modèles de transition. Un exemple est la réduction de la taille du troupeau au profit de la création de valeur du produit par la transformation du lait en fromage de vache nourri exclusivement à l'herbe. Dans ce sens, nous rejoignons la nécessité de faire évoluer la notion de développement dans les dossiers de reprise selon des critères environnementaux, de qualité de vie pour l'agriculteur, etc. Et de travailler davantage sur le système des critères ADISA également, notamment au niveau de la pertinence du projet. Du budget pour les jeunes, tout le monde est unanime qu'il en faut, mais encore faudrait-il qu'il y en ait suffisamment du budget. Le budget total de la PAC va être réduit, on le sait. Cela crispe évidemment les débats autour des enveloppes à l'intérieur. Mais lorsque l'on apprend que plus de 6% du budget des paiements de base servent à renflouer des pensions trop maigres du métier d'agriculteur, on se dit qu'il y a moyen de se donner de l'air en ne faisant plus porter par la PAC les coûts qui sont relatifs à d'autres politiques. En m'asseyant à la table des négociations, j'ai eu la naïveté de croire qu'il suffirait de réfléchir à comment construire des filières qui tirent profit des nouveaux enjeux environnementaux qu'impose le cadre européen. Que les consommateurs pourraient être sensibilisés. On peut aussi regretter leur absence éventuellement dans les auditions. Que l'on pourrait redistribuer la valeur vers l'amont de la chaîne alimentaire. Mais aujourd'hui, j'ai compris que chacun est là pour défendre les intérêts, et c'est légitime, de ceux qu'il représente. J'ai compris que le risque est réel, que chacun ressorte avec une petite part du gâteau, voire des miettes pour certains, et que tout le monde aura perdu. Aujourd'hui, IEW plaide pour qu'il y ait une vision au-delà des intérêts individuels et au-delà des agendas politiques, en premier lieu pour les agriculteurs wallons qui nous nourrissent. Je me tiens à votre disposition pour étudier la faisabilité technique et éventuellement pour la visite de fermes innovantes dans ce sens. Mais seuls, nous n'y arriverons pas. Il faut un réel projet d'horizon auquel l'ensemble des parties prenantes adhèrent. J'ai beaucoup entendu au cours des interventions que c'était compliqué d'avancer dans les discussions sans orientation politique, de l'Europe notamment. Mais ce n'est pas une excuse.
Nous pouvons encore construire un plan en mettant en pratique des ambitions wallonnes. C'est d'ailleurs finalement la seule recommandation forte que l'on a eue de l'Europe. Avec cette grande première des plans stratégiques, les États membres ont en effet plus de liberté. Une proposition de politique agricole et alimentaire durable pour les agriculteurs et les citoyens, c'est possible en partie avec la PAC. Mais s'il n'y a pas une volonté commune de ceux qui la connaissent bien et une impulsion politique forte pour la mettre en œuvre dès cette programmation, nous passerons à côté d'une relocalisation cohérente de notre système alimentaire. En espérant avoir suscité votre intérêt, mesdames et messieurs, je me tiens à votre disposition pour toute question maintenant et pour complément d'information éventuelle par la suite. Sachez aussi que chez UOE, nous touchons à beaucoup de thématiques. Je me suis focalisée ici sur quelques aspects, mais il est évident que la PAC, c'est aussi celle des sylviculteurs. Nata Grewal l'avait mentionné. D'autres intervenants sont là aujourd'hui pour en parler. Des sylviculteurs et d'autres acteurs du monde rural en général. Nous aurons donc peut-être l'occasion de s'entendre sur ces aspects ultérieurement. Merci à tous. Un grand merci, Madame Van Damme, et merci beaucoup pour votre intérêt pour l'ensemble de nos travaux et d'avoir fait autant de liens avec les interlocuteurs précédents. Vraiment un grand merci. Et donc, nous en arrivons à ce fameux quart d'heure de questions et de réponses, qui sont donc des questions techniques et qui ne sont pas un débat politique à ce stade. Mais ne vous inquiétez pas, le débat politique aura lieu et vous y aurez accès. Il sera public, mais disons qu'il n'y aura pas d'auditionné, comme tous nos débats, ils ne sont pas à huis clos. Je vais demander à un des parlementaires désire prendre la parole, Madame Laruelle, puis Monsieur Florent. Madame Laruelle, je vous en prie. Merci beaucoup, et je vais essayer de m'en tenir à des remarques techniques et de ne pas notamment parler de ce que Madame a dit sur les lobbies en citant le COPA. Vous êtes aussi un lobby, sauf que le COPA, ce sont des agriculteurs dont le revenu est directement lié à ce qui va se décider. Mais je ne vais pas le faire, donc je vais en venir... Ouais, je vous avais prévenu, c'est là que mon rôle se corse. Donc Madame Laruelle, des questions techniques d'éclaircissement. Je vais en venir aux questions techniques et vous remercier d'avoir aussi pris la peine de vous coordonner pour ne pas chacun de répéter la même chose, ce qui a permis d'aboutir à des choses très intéressantes. Moi, j'en viens à une question que j'avais déjà posée et je voudrais vous entendre là-dessus. Donc, il y a un certain nombre de constats qui sont évidemment non questionnables. Les constats sont là. Mais dans ce que vous avez dit, notamment maillage, vous dites 15% par exploitation, prairies extensives ceci, élevage là, etc. Et dans le même temps, M. Snook a dit quelque chose de, enfin, tous très intéressant, mais il a dit il faut maintenant passer à une obligation de résultat. C'est ce que l'Europe va nous demander. Or, dans vos expressions, c'est chaque fois des obligations de moyens pour les agriculteurs. Et donc, moi, j'aimerais savoir comment, dans vos propositions, vous faites passer cette obligation de résultat et non plus de moyens. Et notamment, Natagora nous a dit que ce n'était pas possible, mais je reviens quand même avec ma question. Au niveau de la biodiversité, comment on peut, plutôt que d'avoir des obligations de moyens, avoir des obligations de résultats? Ça, c'est une question où j'ai toujours pas la réponse, mais il n'y en a peut-être pas, on est bien d'accord. Vous avez également parlé, et c'est une évidence, sur l'autosuffisance en matière d'alimentation protéinée, notamment pour les bovins. Or, on sait que la grosse part de protéines dans l'alimentation bovine, pour ceux en tout cas qui sont en circuit à l'extérieur, c'est la production d'herbes. Or, vous demandez dans le même temps une extensification, et je vous remercie parce que vous avez eu l'honnêteté de dire que l'extensification, ça n'avait pas uniquement un objectif biodiversité, mais ça avait aussi un objectif climatique. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça, ce sera nos débats politiques. Mais comment, dans le même temps, vous dites il faut une extensification, ça veut donc dire moins de bêtes par hectare, enfin tout le monde sait ce que c'est l'extensification,
Et comment vous garantissez dans le même temps que cette extensification ne va pas faire perdre une partie d'apport de protéines via la pâture? On sait que quand on fait du foie, il n'y a plus de protéines, ou il y a moins de protéines. Et donc là, je voudrais vous entendre sur cette dichotomie, extensification et autosuffisance en matière de production protéine. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ou pas? Ça m'intéresserait à avoir un certain nombre de choses. Madame de Scutter a dit qu'une partie de la PAC pouvait être mise en œuvre pour assurer une traçabilité. Ça, j'étais un peu étonnée parce que j'ai quand même l'impression, mais je me trompe sûrement, que la traçabilité était déjà bien présente. Et donc, je ne vois pas très bien les sauts qu'on peut encore faire en matière de traçabilité. C'était un de vos exemples, mais c'était peut-être une liste. Parce que là, franchement, j'ai quand même l'impression qu'on a fait des bonds de géants. Mais ça, je voudrais vous entendre. Vous nous dites aussi, il faut diminuer le paiement couplé pour aller vers une prime à la superficie agricole. Avez-vous des chiffres ou pas? Parce que moi, j'ai quand même... Je suis vieille, j'ai plus de 55 ans, c'est horrible. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on fait ça, d'avoir une augmentation proportionnelle du prix à l'hectare? Autrement dit, vous dites, on prend la prime vache allaitante, on la met sur l'hectare. Est-ce que l'hectare ne va pas augmenter? Est-ce que vous avez des simulations là-dessus? Est-ce que vous avez des chiffres qui prouvent le contraire? Parce que si c'est mettre X centaines d'euros à l'hectare et de voir le prix du foncier ou le prix des locations foncières augmenter d'autant, on ne va plus peut-être subventionner le consommateur, et je vous rejoins sur le prix de l'alimentation, mais on va subventionner des propriétaires fonciers, mais c'est peut-être ça l'objectif. Je n'en sais absolument rien. Et alors, je voudrais aussi... Donc, vous avez parlé plusieurs fois de rotation. Hein? Donc, pour moi, la rotation, c'est le contraire de la monoculture. Mais j'ai parfois l'impression, mais ce n'est seulement qu'une impression, qu'on confond rotation et assolement. Quelle est votre position sur la rotation et sur l'assolement? Et enfin, dernière question, extensification, ça c'est ce que vous proposez. Or, on sait que c'est le secteur de l'élevage qui souffre. Moins d'UGB à l'hectare, c'est moins de revenus aujourd'hui. Alors même si vous faites une prime à l'herbe ou une prime à la SAU, ça veut comme dire que la valorisation du bétail sera moins importante par agriculteur vu qu'elle en aura moins. Et donc ça, je voudrais aussi voir si vous avez des chiffres là-dessus, sur comment vous voyez cette extensification et donc cette perte de revenus de vente de viande, qui pour moi est l'essence même de l'agriculture, et voilà, c'est la vente des produits, et l'augmentation parallèle qu'on devrait avoir sur la prime à l'herbe ou la prime à la superficie, pour compenser éventuellement cette diminution. Et alors, excusez-moi, mais bon, deux petites dernières choses. Un, vous dites, on va débuter la transition. Ça, j'ai quand même l'impression qu'on a commencé et qu'on n'a pas attendu vos auditions pour commencer. Mais donc ça, voilà. En termes de communication, est-ce que vous n'avez pas l'impression que communiquer comme ça, c'est braquer le monde agricole d'office? Voilà, ça c'est une chose. L'évolution dans les eaux, je crois que c'est Madame Van Damme. Donc je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de constats. Mais est-ce que vous avez quand même l'évolution des nitrates dans les eaux? Parce que on sait que, par exemple, en zone limoneuse, 15 mètres de limon, l'impact des mesures prises ont un temps de retard d'une dizaine d'années sur le nitrate. Autrement dit, c'est l'évaluation de la directive nitrate. Quelle est votre évaluation sur la directive nitrate? Est-ce qu'elle a eu un impact? Est-ce qu'elle n'a pas eu d'impact? Je crois que cette directive date de 96, si mes souvenirs sont bons. Mais à mon âge, on n'a plus des aussi bons souvenirs. Et enfin, budget européen, je crois que c'est vous aussi, vous avez dit, c'est le deuxième plus gros budget européen.
est-ce que vous n'oubliez pas de prendre dans vos chiffres, pour dire que c'est le deuxième plus gros, les budgets nationaux qui n'existent plus en matière d'agriculture, et que si on compare l'ensemble des budgets publics, ce qu'il faut faire, et pas uniquement prendre l'Europe, la PAC ne doit plus être le deuxième, à mon avis, parce qu'on doit arriver à moins de 2% de budget public dédicacé à l'agriculture. Et donc ça, je voudrais vous entendre là-dessus aussi. Merci. Merci Madame Laruelle. Monsieur Florent. Merci. Tout d'abord, remercier vraiment chacune et chacun pour les interventions. Ma première question ira à Madame Schuster, peut-être aussi à Madame Van Damme. On a entendu vos propositions concrètes, détaillées sur le bio et le rappel des objectifs notamment de la DPR, 30% des surfaces agricoles. Certaines des intervenantes ont aussi abordé l'enjeu de la qualité des sols, avec le non-labour, le couvert végétal, la rotation des cultures. Est-ce que vous avez également des propositions peut-être aussi détaillées? Quels éco-régimes, quels MAEC, quelles conditionnalités pour l'agriculture de conservation des sols, qui n'est pas forcément l'agriculture bio, qui peut l'être bien entendu, mais on a ici un concept qui est peut-être l'ACS moins bien défini. On n'a pas un cahier des charges aussi précis que le bio, et l'on sait que cette agriculture de conservation des sols, elle aura un avantage pour la biodiversité certainement, mais pour le climat plus que certainement. Alors une question aussi pour Monsieur Schnook de Greenpeace. Vous proposiez des mesures pour tous les agriculteurs, pas uniquement pour ceux qui sont en bio. Je trouve que ça vaut la peine aussi de les préciser. Y a-t-il des mesures que vous avez en tête au niveau de la PAC qui seraient trop restreintes aujourd'hui, trop restreintes, je veux dire trop ciblées sur le bio par exemple? Qu'est-ce que vous avez en tête en fait? Est-ce que vous avez un modèle déjà précis? J'ai une question assez générale parce que plusieurs intervenants sont revenus sur un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, qui est les jeunes. Donc vraiment l'enjeu, et je pense que c'est unanime, on se rend bien compte que l'enjeu du renouvellement des agricultrices et agriculteurs, c'est un enjeu important, notamment dans cette PAC. Je suis intéressé aussi par le côté un peu l'optique environnementaliste, voire agroécologique, qui me paraît intéressant, parce qu'effectivement, des jeunes agriculteurs, qui ne sont pas toujours d'ailleurs issus du milieu de l'agriculture, pourraient effectivement être plus enclins à transiter. Je garde vraiment une ouverture dans ma question. Mais donc, avec cette envie que nous partageons d'avoir des jeunes agriculteurs qui s'engagent, et bien sûr la transition, est-ce qu'il y a des moyens convergents? Lesquels? Comment est-ce qu'on peut les mettre dans la PAC? Je me rends bien compte que c'est une question assez large, mais je trouve que ça vaudrait la peine de peut-être d'en trouver, d'en préciser. Une question pour Madame Barlet. Est-ce que vous pouvez préciser votre commentaire concernant l'agriculture de précision? Est-ce qu'elle ne peut pas, cette agriculture de précision, aussi participer à une réduction, par exemple, du machinisme, dans le cadre, encore une fois, de la conservation des sols, même si je comprends tout à fait que l'agriculture de précision ne signifie pas nécessairement, évidemment, l'agroécologie ou l'agriculture de conservation des sols. Mais je vous ai entendu dire, elle ne devrait pas être au sein d'un éco-régime. Ma question, y a-t-il des conditions que nous pourrions définir, établir, pour qu'elle soit un outil de cette transition? Ou est-ce que c'est rédhibitoire complètement? Je crois que, pour être clair, est-ce qu'on peut imaginer des conditions où l'agriculture de précision aurait sa place? Et voilà pour les questions que j'avais à ce stade. Un grand merci, Monsieur Florent. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont donc les brasseurs qui manifestent, parce que ça, par contre, tout le monde le sait, malheureusement, le secteur Horeca étant toujours fermé et l'événementiel, leurs fournisseurs ont aussi beaucoup de difficultés à subsister. Voilà, je vous le dis juste pour information. Monsieur Fontaine a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Mais très très rapidement, l'avantage de passer après Sabine et après Jean-Philippe, c'est que tout a été demandé ou tout a été dit et je rejoins assez bien l'ensemble des questions. J'avais une question par contre, mais qui va peut-être m'être refusée, c'est concernant Madame Barlet. J'aurais aimé, je ne connais pas, j'avoue, ma méconnaissance de votre association, parce que j'ai entendu plus un plaidoyer que des propositions vraiment précises. Alors, si je peux me permettre simplement que vous puissiez en tout cas m'éclairer, peut-être que d'autres collègues aimeraient avoir cette précision aussi, quel est votre rôle et comment vous êtes financé, parce que je n'ai pas vraiment, en tout cas, mais je remercie vraiment les intervenants, y compris vous, mais j'ai plus entendu un plaidoyer que des propositions plus
technique et précise. Donc voilà, j'aimerais connaître un peu plus, mais rapidement, votre association, parce que je vois que vous vous appelez AYA. Est-ce que c'est Gaïa sans le G ou voilà. Je vous remercie. Monsieur Fontaine, monsieur le parlementaire, monsieur le vice-président par ailleurs, c'est une demande d'éclaircissement. Ça s'apparente à une question technique. Elle vous est complètement accordée. Je tétanise les membres de cette commission. Madame Schins, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Alors, je commencerai par une question. Je vais peut-être essayer de prendre les intervenants dans l'ordre. Oui, alors, je ne sais pas dire si vous l'avez évoqué, Monsieur Snook, dans la présentation, mais en tout cas, je l'ai lu dans votre document, dans le document de la coalition, page 6. Vous parlez de doubler le budget des MAEC, donc de passer de 100 à 200 millions. Ma question est assez simple, au détriment de quoi d'autre alors, dans le budget global? Alors pour Madame Scuter, là j'ai une question peut-être un peu technique, puisque vous avez parlé du modèle, en tout cas d'une de vos propositions, à savoir le transfert progressif du budget aide couplée vers la prime à l'herbe. Je pense que d'autres de mes collègues en ont parlé. Vous avez un tableau avec des chiffres macro. Ma question est technique mais assez simple. Est-ce que vous avez testé ce modèle sur des exploitations en région wallonne? Si oui, sur quel modèle, de quelle taille, etc. Alors, une question pour Interenvironnement Wallonie. Vous avez un chiffre qui est de 5% minimum de maillage écologique dans chaque ferme. Comment est-ce que vous envisagez concrètement finalement cette imposition? Parce que je sens, en tout cas dans ce que vous dites, que vous le voyez comme une imposition. Et la manière aussi de vérifier. J'ai quand même l'impression qu'en fonction des régions et des types de cultures, ce n'est pas exactement vécu de la même manière dans les différents endroits. Et alors c'est vrai que je me permettrai, puisque mes collègues ont reconnu que pas une seule fois je n'étais sortie des règles, je me permettrai quand même de dire un élément par rapport aux différentes interventions, c'est que si les chiffres du bio sont si bons quand même chez nous en région wallonne, vous avez parlé des 90%, c'est quand même grâce à nos agriculteurs et grâce à ceux qui les soutiennent. Et alors, peut-être une dernière question, peut-être aussi un peu plus technique pour Madame Barlet. Vous n'en avez pas parlé ici, mais je l'ai lu aussi dans vos documents. À un moment donné, vous avez parlé d'un enjeu de la cession des terres. Et dans vos propositions, il y en a une qui m'a interpellée, parce que vous parlez d'un incubateur. Et donc, je me posais la question de la liberté alors du cédant, à partir du moment où les terres sont remises à l'incubateur, et puis l'incubateur doit évaluer des possibilités de conversion vers l'agroécologie. Mais qu'en est-il alors de la liberté culturelle? Est-ce que pour vous, dans le cadre de vos propositions, le passage est obligé donc par l'incubateur et finalement vers une conversion? Merci. Merci Madame Schins. Chacune des personnes qui nous ont fait le plaisir donc d'être auditionnées ici ont été interpellées. Donc je vais passer la parole dans l'ordre à monsieur. Ok. Alors, je pense que je vais peut-être commencer par les chiffres sur l'eau. Donc, effectivement, je vérifiais en direct sur le site de l'État de l'environnement wallon. L'indicateur pour les nitrates est en amélioration, tendance à amélioration, mais il est quand même toujours légèrement défavorable, avec des prélèvements qui sont de qualité médiocre à mauvaise pour 20,3%. Donc voilà, il faut quand même pas relâcher les efforts. D'autant, là, je lis la question avec obligation de moyens, obligation de résultats. Directive cadre eau 2027 avec obligation de résultats. Et donc, voilà, là, d'après aussi des experts de l'administration, on risque de ne pas y arriver si on maintient, si on ne maintient pas des mesures fortes. Donc je pense qu'il ne faut pas relâcher les efforts à ce niveau-là, notamment les bandes tampons le long des cours d'eau. Voilà, c'est lié à tous les plans environnementaux qui sont effectivement en discussion également, le PGDA, le PGDH.
Donc voilà, il faut quand même rester attentif à ces indicateurs qui s'améliorent, mais que si on ne maintient pas des obligations de moyens, on n'arrivera pas aux obligations de résultats que nous demande l'Europe. Je me permets aussi sur cette notion d'obligation de moyens et de résultats de rebondir parce que, pour rouvrir un petit peu de nouveau sur le système alimentaire, bon ben voilà, on a beaucoup parlé d'agriculture biologique, c'est une obligation de moyens, mais je pense aussi qu'on aurait intérêt à impliquer le consommateur encore une fois, et donc on voit des Nutri-Score et maintenant des éco-scores qui sont en train de sortir dans certains magasins, et donc je pense que ça peut être une orientation vers une obligation de résultat. Et donc là, où on pourra sortir un peu de toutes ces obligations contraignantes, etc. Et finalement, ce sera à l'agriculteur et à toute la chaîne de valeur de se débrouiller pour arriver au résultat que le consommateur veut. Et ça, dans un monde idéal, ce serait quand même magnifique. Donc voilà, pourquoi pas. C'est vraiment intéressant. Et chaque consommateur, alors, pourrait choisir le produit en fonction de sa sensibilité aussi propre. On pourrait aussi parler de bien-être animal, etc. Voilà, alors rotation, assolement. Donc oui, je parlais bien, dans les exemples que je donnais, je parlais bien de rotation, donc du nombre de cultures qui se succèdent dans le temps sur une même parcelle. Et donc pour augmenter ce nombre de cultures différentes avant de revenir avec une même culture pour bénéficier de tous les bénéfices de cette succession de cultures complémentaires, légumineuses, céréales, etc. Il y a des choses qui sont testées chez les agriculteurs et qui fonctionnent. Il y a des choses qui sont testées au CRAW aussi pour allonger ces rotations. C'est vrai qu'en Belgique, on n'est pas les pires au niveau du nombre moyen de cultures par rotation. Mais voilà, si on peut tendre vers 6 ou 7, comme sont en train de le faire les essais en cours, on pourrait aussi combiner, alors, avec votre question, Monsieur Florent, avec des techniques de conservation des sols, de réduction du travail du sol, etc., bénéficier des auxiliaires qui vont revenir. Donc voilà, je pense que pour Madame Laruelle, j'ai brassé l'ensemble des questions qui n'avaient pas été abordées par mes collègues. Donc si je poursuis sur l'agriculture de conservation des sols, c'est évidemment très intéressant. Il y a aussi beaucoup de choses qui bougent en Wallonie dans ce sens-là. L'idéal, c'est évidemment de viser ce qu'on appelle l'ABC, donc l'agriculture de conservation bio. Donc, par rapport à ça, des mesures dans la PAC, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des mesures isolées. Et donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses sur la table de l'administration. Et si on imagine un éco-régime agroécologique, transition des cultures, il faudra intégrer plusieurs pratiques pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, quoi. Et pas juste un éco-régime agriculture de conservation. Voilà, avec les deux principes directeurs aussi que je mentionnais, de couverture du sol le plus longtemps possible et de diversité. Pour les jeunes, bien sûr, l'aide de base est à maintenir, mais alors je vous parlais aussi de critères sur l'évaluation des projets. Et donc je me permets peut-être de vous partager une petite anecdote de mon mari qui est en pleine reprise avec son frère et sa sœur actuellement, et où dans son dossier, il propose de réduire la taille de son troupeau, mais en fait d'augmenter les OTP, puisque son frère et sa sœur le rejoignent. Et donc c'est aberrant, mais il doit beaucoup plus argumenter son dossier, parce qu'en fait, il n'est pas dans une logique de croissance, qui est l'indicateur qu'on évalue habituellement. Et donc voilà, ça c'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi dans ces réflexions de travailler différemment, que ça fait peur de continuer à s'endetter. Et donc voilà, c'est peut-être préciser ce critère de pertinence des projets qui est assez flou pour le moment dans les critères des aides à DISA. Donc c'est ça la proposition. Qu'est-ce qui nous reste? Madame Schins, oui, par rapport au maillage dans les fermes, donc ce minimum de 5%, effectivement, voilà, des études convergent pour dire que c'est vraiment le minimum indispensable. Les efforts seront effectivement plus importants pour certaines fermes que d'autres, et notamment en grande culture. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec, c'est Natagora qui maîtrise vraiment bien ce sujet-là et qui travaille avec un tableau des éléments qui peuvent être éligibles et avec le degré d'impact que ça peut avoir en termes de biodiversité. Et donc voilà, c'est aussi sur la table des discussions, on en discute pour voir ce qui est faisable et trouver le meilleur compromis entre les pratiques agricoles et ces éléments qui sont validés scientifiquement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci.
Merci Madame Van Damme et merci d'avoir fait le lien, et Madame Schuster aussi, avec d'autres débats politiques qui sont traités dans cette commission, et notamment le prix du foncier, l'accès au foncier, parce que là on était vraiment, je pense qu'on va pouvoir réutiliser certaines des données qui ont été exposées ici dans le débat qui suivra, et le lien avec l'obligation de résultat que Madame Van Damme soulevait, et donc la politique de l'alimentation, puisque vous avez fait référence au consommateur final, etc. On en débat également beaucoup dans cette commission, et vous savez que le gouvernement et la DPR sont assez ambitieux en la matière, et en tout cas c'est une politique qui est portée et liée, comme vous l'avez dit, à une obligation aussi, qui peut en tout cas induire une obligation de résultat dans l'agriculture, et donc voir les choses autrement, je vais dire ça comme ça, en termes d'objectifs.